Mesdames et messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères, chers étudiants en kinésithérapie, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir ces 19e Assises nationales de la kinésithérapie, organisées pour la première fois de l'histoire, malgré nous, dans un format dématérialisé. La pandémie mondiale que nous traversons nous a conduits à renoncer à nous réunir, comme nous aurions dû et tant aimé le faire à Arles. J'ai aujourd'hui une pensée pour les kinésithérapeutes et leurs familles, atteints de formes sévères, séquelaires, ou parfois même décédés de la Covid-19. Ces assises leur sont dédiées. Cette crise sanitaire aura mis en exergue une chose essentielle, notre grande capacité d'adaptation. Nous le voyons au quotidien depuis plus de 7 mois, l'homme s'adapte, les relations humaines et sociales, les modes de communication, le commerce, la société s'adaptent, tout comme essaye de le faire notre fédération afin de rester au plus proche de nos confrères, tout en défendant et en représentant au mieux la kinésithérapie. C'est pour cela qu'il nous a semblé indispensable de tenir ces assises, malgré tout, dans l'intérêt de la profession. Les difficultés liées au contexte politique et économique du moment ne vous ont probablement pas échappé. Un Ségur de la santé qui n'aboutit à rien pour les libéraux, 300 millions toutes professions confondues contre 28 milliards de revalorisation pour l'hôpital sur 5 ans, alors même que l'assurance maladie a économisé sur la ville près de 4,3 milliards de soins non consommés cette année. L'ouverture de négociations conventionnelles, monocatégorielles, dont le cadre est contraint au point que nous ne pourrons au mieux stabiliser le télésoin. Un PLFSS qui ne laisse aucune marge de manœuvre à la kinésithérapie ni même aux soins de ville. Un projet de loi grand âge et une réforme du financement de la perte d'autonomie qui risque de déboucher sur une dotation globale des EHPAD, ce qui remettra sans doute en question l'intervention des libéraux dans ces établissements. Nous devons relever la tête et être plus que jamais force de proposition. Pour le lancement de nos assises, dont l'objectif est d'écrire notre feuille de route pour les 15 années à venir, nous tenions à nous remémorer le passé. Pour en tirer les leçons, comme le dit l'adage, savoir d'où l'on vient pour déterminer où l'on va, le document que vous avez reçu cette semaine et dont nous avons confié l'écriture à notre comité des sages, composé d'anciens membres du bureau fédéral. Pour reprendre quelques passages de l'histoire, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale que la loi du 30 avril 1946 a créé le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, le massage ayant à l'époque une réputation équivoque, et en reprenant le terme du député Gilbert, sert la prostitution clandestine. Ce praticien a donc originellement le monopole du massage et de la gymnastique médicale, il ne peut pratiquer que sur ordonnance médicale. On ne peut pas comprendre ni expliquer l'évolution législative et réglementaire de la kinésithérapie sans la lier à la pratique kinésithérapique, à son histoire, mais aussi à l'action syndicale, dont l'un des premiers piliers sera la création en décembre 1963 de la FFMKR, sous l'impulsion notamment de M. Jacques Vléminx. La première convention avec l'assurance maladie permettant une prise en charge solvabilisée avec en contrepartie des honoraires négociés et opposables sera signée par la FFMKR en 1972. À l'époque, la valeur de l'acte moyen est comparable à la valeur de la consultation médicale. Parmi les grandes dates qui ont forgé le paysage syndical, retenons que le SNMKR a été créé en 1977 par d'anciens membres de la FFMKR, mécontents que le Bureau national de l'époque n'ait pu conforter le champ de compétences des kinésithérapeutes, ni endiguer la montée en charge de nouvelles professions telles que les ergothérapeutes ou psychomotriciens. Les syndicats MK France et Objectif Kiné sont créés respectivement en 1994 et 2001 et sont eux aussi des émanations de la FFMKR. Lorsque nous en discutons avec nos anciens qui ont connu ces périodes, il revient souvent qu'il s'agissait finalement plus de problèmes de personnes que de politique. Car au fond, je pense que nous voulons tous la même chose pour la kinésithérapie, qu'elle soit mieux reconnue et mieux valorisée. Pour reprendre le fil de notre histoire, arrêtons-nous sur la réforme de 2000, qui marquera le début de l'émancipation de la profession, avec la mise en place de l'expérimentation de l'accès aux études par la PCEM, la suppression du caractère obligatoire de la prescription médicale qualitative et quantitative, le décret d'acte et d'exercice qui reconnaît le libre choix des actes et des techniques par le kinésithérapeute, ainsi que l'acte intellectuel du bilan diagnostic kinésithérapique. 20 ans plus tard, combien d'ordonnances portant des mentions qualitatives et quantitatives voyons-nous encore chaque jour dans nos cabinets? En 2006, les kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire certains dispositifs médicaux. Le CNOMK est mis en place cette même année, entraînant une chute des adhésions pour l'ensemble des syndicats en raison d'une cotisation obligatoire mal perçue, en tout cas perçue comme élevée, et des professionnels qui ont des difficultés à marquer la différence entre les missions syndicales et ordinales. C'est suite à la création de l'ordre que le syndicat Alizé est créé en 2007, regroupant essentiellement en son sein des kinésithérapeutes salariés.
La décennie suivante sera conditionnée, elle, par la loi HPST du 19 juillet 2009, dite loi Bachelot, qui fixe alors 4 objectifs. La modernisation des établissements de santé, l'amélioration de la qualité des soins, la prévention et la santé publique, l'organisation territoriale du système de santé. Elle crée l'UNPS, institution nationale composée de l'ensemble des syndicats représentatifs des professions libérales de santé, et met en place les URPS qui fragilisent un peu plus les équilibres au sein de nos organisations en raison du manque de ressources humaines. La profession poursuit cependant sa structuration avec la création du Collège de la massokinésithérapie en 2012, que j'ai eu l'honneur de présider et qui sera reconnu sous ce dernier mandat Conseil national professionnel en 2019. Autre avancée significative pour notre profession avec la loi de santé 2016, dite loi Touraine, portant réforme au Code de la santé publique et redéfinissant la profession, non plus par des techniques, mais par des compétences. Elle élargit aussi notre droit de prescription aux substituts nicotiniques. Et par la suite, la réforme des études permettra de déboucher sur la création d'une nouvelle section, celle des sciences de la rééducation et de la réadaptation au sein du Conseil national des universités. Néanmoins, cette réforme reste inachevée, la reconnaissance de notre diplôme au grade master n'est pas encore effective, les frais de scolarité pour les études de kinésithérapie sont toujours scandaleusement élevés, les dispositions anachroniques de l'arrêté de 62 ne sont toujours pas abrogées, le décret d'acte et d'exercice n'est toujours pas remplacé par un décret de compétence, conforme au référentiel de 2015. La nouvelle définition de la profession accompagnée du nouveau référentiel de formation devrait réaffirmer les compétences kinésithérapiques. À ce jour, on ne peut pas dire que cela se traduise vraiment au quotidien. La réforme des études est le point de départ d'une profession en pleine mutation, dont le champ des pratiques qui se sont élargies n'ont pas encore séduit la majorité des professionnels. En effet, le constat sur lequel nous pouvons probablement nous accorder aujourd'hui est qu'un bon nombre de kinésithérapeutes n'ont pas encore pris la mesure des réformes intervenues au cours des 20 dernières années. Ils n'ont probablement pas été suffisamment préparés à assumer ces nouvelles responsabilités, influencés par certains par des médecins qui, nombreux, considèrent encore que le bilan diagnostique n'est finalement qu'une tracasserie administrative, chronophage, et pour certains kinésithérapeutes ne se sont pas encore emparés pleinement de leur droit de prescrire. Pour finir, je voudrais attirer votre attention sur l'un des grands tournants de notre histoire récente, du point de vue de la politique interprofessionnelle, le départ du CNPS de la grande majorité des syndicats paramédicaux en 2018, du fait d'une politique excessivement médico-centrée. Cette scission entre les professions médicales et les professions prescrites se produit au moment où le gouvernement promeut, plus que jamais, la coopération, la coordination et nous incite à travailler ensemble. Serait-ce là le symptôme d'un système de santé libéral en souffrance ? C'est l'une des questions que nous devons nous poser et qu'il conviendra de réfléchir, à la composition ou recomposition d'un bloc politique qui permettra de faire évoluer le système de santé en préservant et en valorisant l'exercice libéral en toute indépendance. C'est dans ce contexte qu'il vous appartient d'écrire la suite de l'histoire en gardant à l'esprit la relativité temporelle de l'action syndicale. Pour illustrer mon propos, je vous rappelle que les congrès de la FFMKR de 1963 s'étaient fixés 3 objectifs principaux. Allonger la formation initiale à 3 années d'études, ce qui sera effectif après 5 ans d'efforts. Créer une école de cadre pour former les enseignants en kinésithérapie. Il nous faudra près de 10 ans pour atteindre cet objectif. Rédiger des règles déontologiques et obtenir la création d'un ordre des kinésithérapeutes. Il faudra pour cela 40 ans. Et parmi nos différents combats, il faudra près de 35 ans pour obtenir la reconnaissance de la pratique de la pelvipérinéologie, ainsi que de nombreuses années pour faire reconnaître le BDK et la liberté de choix des actes et des techniques par le kinésithérapeute. Et puis pour l'anecdote, rappelez-vous que du temps d'Hippocrate déjà, les médecins condamnaient l'incompétence des pédotribes, ancêtres du kinésithérapeute, et voulaient les soumettre aux médecins qui seuls auraient eu le droit de prescrire la gymnastique médicale. La kinésithérapie, si elle souhaite prendre toute son envergure, doit se rendre indispensable au système de santé de demain. Cette année, pour la première fois, nous avons choisi un nouveau format plus propice aux échanges, en organisant nos assises sous forme d'ateliers qui seront l'occasion de travailler les grands sujets de la kinésithérapie de demain, la démographie, l'exercice coordonné, le développement et l'activité hors nomenclature, le grand âge et le vieillissement de la population, l'évolution de notre métier et la place de la kinésithérapie dans le système de santé de demain, mais aussi comment transformer, moderniser, adapter les statuts de la FFMKR au monde d'aujourd'hui. Avant de conclure, je voudrais vous dire que j'ai une pensée émue pour Jacques Vleminckx, ancien président d'honneur de la FFMKR, décédé en mars 2019, qui est à l'honneur aujourd'hui,
Nous avons prévu de lui rendre un hommage en lui dédiant une salle qui portera prochainement son nom à la Maison des Kinés, à côté de celle qui porte le nom de son ami Jean Boudot, lui-même ancien président de la fédération. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les connaître, je crois qu'on peut dire que ce sont les bâtisseurs de la FFMKR et de la kinésithérapie. Cette cérémonie est malheureusement reportée à une date ultérieure qui reste à définir, lorsque les conditions sanitaires nous permettront de nous réunir. Il me reste bien entendu à vous remercier de votre présence. Nous avons bien conscience que le format numérique n'est pas des plus adaptés pour favoriser nos échanges. Cependant, en tant que professionnels de santé, nous ne pouvions pas nous permettre de prendre le moindre risque au regard de la situation sanitaire. Je vous souhaite à toutes et tous de belles assises.